Serfia, je devrais le mettre en banword ici. Hein. Sur ce chat. Hein. Vraiment. Hein. Serfia Twitter, c'est truc de confus 2000. N'allez pas voir ça. Hein. Vraiment, s'il vous plaît. Hein. Respectez-vous un minimum. Hein. Bref de presse, d'accord, tu vois, mais Serfia, non, jamais. Hein. S'il vous plaît. Hein. Vraiment. C'est quoi Serfia? C'est un compte Twitter un peu conspi, chelou, qui monétise ses tweets et qui du coup fait un peu dans le bait. Donc Serfia n'est pas une source. Voilà. Sans maintenant, je suis plus. Moi, j'ai quitté Twitter. Ouais, Serfia pour moi, c'est un peu. Il y a un peu la vibe Thinkerview dans Serfia. C'est un peu cette vibe-là de pro-russe quand même, pas mal, hein. Un peu shady et surf de ouf sur les faits divers notamment des faits divers impliquant des migrants, quoi, pour le dire, voilà. Ou des gens étiquetés comme tels. Oui, Thinkerview, c'est pro-russe. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est très très pro-russe, Thinkerview. C'est un secret pour personne. Hein. Technofasciste, c'est vrai que c'est vrai que c'est le bon terme. Oui, oui, oui. Non mais on y reviendra plus tard dans la. Vous savez qu'ici on met pas le bandeau rouge, alerte info. On attendra que ce soit vraiment vérifié. Si c'est bien, tant mieux, mais bon. Ici, on prend le temps de répondre, exactement. Pourtant, Mélenchon est déjà allé sur Thinkerview. Oui, mais est-ce que ça empêche Thinkerview d'être un média pro-russe? Non. Jean Covici est allé sur Thinkerview, Émeric Caron, je crois même François Ruffin. Et oui, il y a un temps où à gauche, on se disait, ça a été un moment, il y a eu cet arc. Il y a eu cet arc à gauche, d'ailleurs c'est bien de s'en souvenir et c'est bien qu'on fasse ce travail ensemble. Où on s'est dit, il n'y a pas de mauvais médias. Il n'y a pas de mauvais médias, c'est pas caca d'aller chez nos pires ennemis pour sortir notre discours parce qu'on a un public à y conquérir malgré tout. Et donc, même si aujourd'hui, une partie du cœur de la France insoumise va par exemple être très critique envers d'autres figures de gauche qui iraient par exemple dans les médias de Bolloré ou j'en sais rien, chez machin, chez truc, ou parler à truc, parler à machin, il fut un temps qui n'était pas du tout si lointain où Jean-Luc Mélenchon lui-même allait dans ces médias. Il a été sur BFM TV débattre avec Éric Zemmour. Il y a eu l'arc Jean-Luc Mélenchon se rabiboche avec Hanouna, avec Cyril Hanouna, souvenez-vous-en, il y a eu cet arc-là. Il y a eu l'arc, évidemment, Garrido balance ton poste, où à l'époque, elle était encore proche de Jean-Luc Mélenchon, hein, où ça faisait partie de la stratégie de la France insoumise d'y avoir des gens. Et bref, il y a eu, et oui, donc du coup, ils sont aussi allés à Thinkerview à une époque peut-être où être pro-russe, c'était peut-être aussi avant la guerre en Ukraine, je sais pas trop, j'ai pas trop la temporalité en tête, quoi qu'il arrive, c'est que il y a une ambivalence. Moi, je ne dis pas que ce soit bien ou que ce soit mauvais, au passage, hein, en demeurant. Il y a une ambivalence de dire, ces médias-là, faut pas y aller, c'est caca. Ce qu'on dit, quand ce sont des gens qu'on n'aime pas qui y vont, d'ailleurs. Et puis, il y a des moments où on se dit, oui, mais est-ce qu'on n'irait pas, est-ce qu'on n'a pas quand même un public pas forcément à conquérir, mais auprès duquel on peut quand même corriger une partie de notre image pour ne pas non plus être les grands méchants. Donc, il y a... c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que quand on est de gauche,
Je vous dire, c'est pour ça que moi je jette ni la pierre ni aux uns ni aux autres. Euh, quand on est de gauche, par définition, le système médiatique, il n'est pas de notre côté. Les milliardaires ne vont pas inviter Philippe Poutou tous les samedis soirs pour s'entendre dire que les milliardaires sont des parasites. Voilà, ça me paraît assez simple. Par contre, ça leur pose paradoxalement beaucoup moins de problèmes. Quand je vous dis paradoxalement, c'est pas du tout paradoxalement, évidemment, bien sûr, vous l'aurez compris, d'inviter tout un tas de gens de droite qui sont contre, même s'ils ne le disent pas, la liberté de la presse, au nom de la liberté d'expression d'ailleurs, parce que la liberté d'expression, c'est la liberté pour les milliardaires d'avoir leur propre ligne éditoriale et délivrer leur propre discours tout en muselant une forme de l'opposition. Mais c'est cette opposition-là qui, malgré tout, est les yeux fermés, sectaire, etc. Blabla. Donc c'est... Il y a ce truc. Et donc moi, encore une fois, moi je veux jeter la pierre à personne parce que je trouve que les deux choses s'entendent. Je comprends les deux points de vue vraiment assez facilement de se dire on va pas aller chez ces gens-là. Ces gens-là nous veulent que du mal, qu'ils aillent tous se faire foutre. Et en même temps, se dire ouais mais bon, si jamais on va nulle part, on gagnera jamais rien parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les médias, c'est aussi peut-être en bonne partie hein, quand même le nerf de la guerre pour gagner et faire avancer quoi que ce soit dans ce pays comme lutte sociale. Et donc c'est compliqué. Voilà. Donc là maintenant, Hanouna c'est devenu la grosse no-go zone. Mais il y a une époque pas si lointaine, pour pas dire quand même relativement très proche, où Hanouna c'était l'endroit où il fallait aller. Voilà. Donc moi là-dessus, je pense que c'est chacun fait en fonction de ce qu'il décide. Et puis surtout, par exemple, l'extrême droite en parallèle, et ça c'est quand même important de noter, l'extrême droite se fait inviter partout et essaye de se faire inviter partout, y compris dans les endroits où pendant longtemps on leur a dit non, non. Je me souviens quand Marine Le Pen, elle forçait pour aller et pour envoyer quelqu'un chez Laurent Ruquier, quoi. On n'est pas couché le samedi soir, précisément. Alors que Laurent Ruquier refusait d'inviter les gens d'extrême droite et qu'il y était contraint pour les histoires de temps de parole par moment. Et donc, voilà. Donc c'est toujours compliqué cette histoire. Là, je vois que quelqu'un fait le parallèle avec Twitter. Effectivement, le parallèle avec Twitter, mais moi, par exemple, je vais faire un parallèle un peu différent. Quand on vient de voir, moi, ça m'arrive parfois de recevoir des DM en mode tu suis encore machin, alors que machin, il a fait tel bail, cette personne est cancel, la suivre, c'est lui donner du soutien. Et je suis en mode non. Sur Twitter, alors moi je suis plus trop, mais je lis encore parfois, même si c'est devenu Twitter, c'est dur à lire parce que c'est que des threads de comptes certifiés qui s'autoplagient pour essayer de faire du reach, essayer de faire un peu de thunes, et donc du coup tu vois même pas les gens que tu suis, donc c'est devenu plus très pertinent aujourd'hui d'y être. Mais moi je suis genre François Fillon, je suis Nicolas Sarkozy sur Twitter. Je suis tout un tas d'hommes politiques et d'acteurs médiatiques que je déteste parfaitement, mais précisément parce que je les déteste et que je veux être tenu au courant, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais c'était le cas avant, et je vais être au courant de ce qui se dit, de ce qui s'y fait, quoi. Évidemment que quand je suis François Fillon, c'est pas parce que j'ai de la sympathie pour François Fillon. Donc, il y avait Zemmour à Toulon n'est pas couché. Ça, c'est... Alors, ça, c'est... Oui. Mais c'est pas Zemmour candidat, c'est Zemmour en sous-marin. Mais oui. Oui, mais après, Zemmour d'aujourd'hui, c'était pas Zemmour dont on n'est pas couché. Il y avait évidemment les germes. Hein. Quand tu vois a posteriori, c'est facile. Quand tu revois les vidéos d'il y a 10 ans, tu fais c'est vrai qu'il y a quand même, on aurait pu se dire que. Mais c'était il y a même plus de 10 ans maintenant. Il était de droite, mais pas tant, quoi. C'est comme Charles Consigny a beaucoup plus de tech de gauche aujourd'hui, même s'il reste très de droite, hein, qu'il n'en avait à l'époque dont on n'est pas couché. Et voilà. Les flux RSS. Je suivais les flux RSS sur Firefox, directement intégré sur Firefox, il y a, je sais pas, il y a maintenant quand même un petit moment, il y a bien 15 ans en fait.
Les flux RSS. C'était le Zemmour auquel Mélenchon est allé fêter l'anniversaire. Oui, parce qu'on oublie que Mélenchon avait des amis très contestables. Aujourd'hui, en fait, je pense, moi, mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'a plus d'amis dans la sphère privée. Je préjuge, hein, je n'en sais rien. Jean-Luc Mélenchon, il y a 15 ans, il avait encore beaucoup d'amis médiatiques, qu'il avait notamment rencontrés à l'Assemblée ou au Sénat. Il était ami avec Serge Dassault, par exemple. Il était ami avec Éric Zemmour. Il était ami avec tout un tas de figures, on pourrait dire, de la droite, et même potentiellement, effectivement, le mot utilisé tout à l'heure, technofasciste, dont il disait qu'il faisait tout à fait la distinction entre l'orientation politique. En gros, il séparait le politique de l'homme. Il séparait l'homme de l'artiste, quelque part. Jean-Luc Mélenchon, avant, il y a 15 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il ne le fait plus, parce que de toute façon, il n'a plus à le faire, il n'a plus d'amis, je pense, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. C'est mon analyse qui, honnêtement, n'est pas fondée sur grand-chose, puisque je ne sais pas, je ne connais pas Jean-Luc Mélenchon dans le privé. Et je pense que ça lui coûte beaucoup moins aujourd'hui de prendre ce genre de décision, parce que même à gauche, il n'y a plus trop d'amis. Ah, mais il y a des photos de Mélenchon avec Dassault, alors que Dassault, c'était un zinzin. Dassault, il disait des trucs de fou, hein. Vraiment des trucs de fou. Des trucs de matraqué, hein. Moi, ça, je lui tiens pas rigueur de ça, très honnêtement. Je tiens pas rigueur de ça, mais par contre, du coup, quand on vient me dire, François Ruffin, quand même, il est pote avec un millionnaire, n'ayez pas confiance. Bah, moi, je faisais campagne pour Jean-Luc Mélenchon en 2012. Jean-Luc Mélenchon en 2012, il était pote avec Serge Dassault. Pas que je savais pas à l'époque, hein. Bon, bah, voilà. Au bout d'un moment, peut-être qu'il pensait que ce serait une carte à jouer dans son jeu, hein, j'en sais rien. Et probablement que ça. En vrai, probablement que ça doit aider d'avoir des amis de droite bien placés quand t'es de gauche pour éviter de trop te faire taper dessus dans ce paysage médiatique. Ça doit faire partie de la stratégie de polissage et d'acceptation du paysage médiatique. François Ruffin doit avoir un certain nombre d'amis de droite. Il y a des choses qu'ils savent, notamment voilà, sur quelques journalistes qu'il doit avoir dans un cadre très privé. Ça aide. Ça aide à ce qu'il y ait une forme de clémence à son égard. Mais ça, c'est pas une différence entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon aussi, en fait, à l'époque. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il y a de l'hostilité, par exemple, entre des Jean-Luc Mélenchon et des gens de Mediapart, par exemple, qui n'existaient pas il y a 15 ans, quoi. Usul pote avec JDG. JDG est beaucoup moins à droite que Serge Dassault, si je peux me permettre. Quand même, hein. Ruffin, il a des bails plus dark que juste ses potes. Je sais pas. Moi, franchement, pour moi, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, la différence, c'est pas tant une différence de personne, c'est pas tant une différence d'idées, c'est vraiment une différence de stratégie. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de points communs que de différences, y compris humainement, et y compris dans leur parcours, et comment ils négocient leur virage, et quel thème ils choisissent. Vraiment, je suis pas de ceux qui les mettent totalement en opposition, qui est vraiment le jeu, pour le coup, qui les arrange tous les deux, hein, qui arrange à la fois Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, de vouloir jouer ce clivage, Jean-Luc Mélenchon pensant que ça signe la fin de François Ruffin, et Ruffin pensant que ça signe la fin de Jean-Luc Mélenchon. Les deux pensent que c'est la stratégie gagnante. Moi, je pense qu'ils ne sont pas si différents. Et d'ailleurs, quand on lit les livres de l'un et de l'autre, et surtout la période 2012-2017 hein, concernant Jean-Luc Mélenchon, et 2017-2022, c'est une période durant laquelle ils sont en tandem. Quand même pas mal. En fait, ça fait que deux ans et demi en fait qu'il y a l'eau dans le gaz entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Pour des raisons d'ego, des raisons de stratégie. C'est les deux. C'est une histoire de personnes et de stratégie. Certains disent mais non, c'est pas une histoire de personnes, faut arrêter, c'est une histoire de ligne. C'est les deux. C'est un faux dilemme, c'est les deux. C'est évidemment les deux. Il y a des gens qui ont des lignes qui peuvent être singulières, qui ne posent pas de problème à la France insoumise, comme il y a des gens qui sont parfaitement lignards,
qui sont exactement sur la même ligne et qui ne sont pas des proches de Jean-Luc Mélenchon et qui peuvent poser problème. On l'a vu pendant les purges, même si vous détestez ce mot. Et donc, pour moi, c'est vraiment une question de placement, quoi. Voilà. Mélenchon en 2012, il était à fond sur la laïcité. Lui, son truc en boucle sur lequel il revenait, c'était la séparation de l'Église et de l'État, loi 1905, il faut supprimer le statut particulier d'Alsace, des régimes particuliers d'Alsace et de Moselle. C'est une question d'égalité. C'était un extrêmement jacobin, extrêmement focalisé sur la place de la religion, avec l'État ne reconnaît pas les cultes. Donc, comme l'État ne reconnaît pas les cultes, il partait sur des takes. Il y avait des takes, Jean-Luc Mélenchon, que vous détesteriez aujourd'hui, en mode, moi, j'aime pas le mot islamophobie, ça ne veut rien dire. Je dis pas que ça n'existe pas, mais en même temps, ce mot, il est mal construit. Il faisait de l'étymologie en mode la phobie, c'est la peur. Du coup, être islamophobe, il partait dans des trucs un peu comme ça. Il voulait pas trop se prononcer là-dessus parce qu'il pensait que sa base électorale, c'était des gens quand même de gauche un peu racistes, anti-mondialisation, et que dans l'antimondialisme, il y avait aussi une forme de racisme. Et il jouait cette carte que Ruffin est en train de jouer aujourd'hui, que Ruffin joue en ce moment. Voilà. Mais ça vient pas de nulle part. Et si Ruffin et Mélenchon ont à ce point convergé à un moment et ont ce point nourri l'un et l'autre, c'est parce que ils avaient une route commune. Voilà, un chemin commun. Le virage à la France insoumise, il arrive en 2017. Il commence à arriver en 2017. Et puis la rupture, elle est définitivement consommée à partir du Covid. À partir du Covid, vraiment. Voilà. Ah non, mais moi, je reproche à personne d'avoir évolué. Et d'ailleurs, c'est la question. Moi, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon ait particulièrement changé. La seule chose sur laquelle il a changé, Jean-Luc Mélenchon, je pense, c'est sur l'écosocialisme. Ça, oui, ça, je pense qu'il a changé. C'est le virage de 2017. Ça a mis du temps. Ça a mis à peu près 5 ans. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a vraiment changé sur l'écosocialisme. Ça, oui. Jean-Luc Mélenchon est passé d'une gauche productiviste à une gauche quand même productiviste, mais qui intègre et qui met au centre les enjeux écologiques. Ça, il a changé là-dessus. Ça, je trouve que on peut pas. Ça, par contre, je suis d'accord. Mais par contre, Jean-Luc Mélenchon, a-t-il vraiment changé sur la laïcité ? J'en suis pas convaincu. Il était anti-nucléaire avant. Il est vraiment. Alors, c'est vraiment devenu un sujet avec le Front de gauche, je pense. Parce que du coup, il y avait l'accord avec le PCF sur la question du référendum. L'idée de genre, il a carrément changé. Moi, je ne trouve pas que Jean-Luc Mélenchon, il ait des takes particulièrement développés et étayés sur la question du genre. Et quelque part, tant mieux. Parce qu'en fait, j'attends pas d'un Jean-Luc Mélenchon, mais comme d'un François Ruffin, j'attends pas que ces gens-là, ils soient spécialistes des questions de genre. J'attends qu'ils se basent et qu'ils suivent les gens qui sont experts. J'attends qu'ils écoutent. J'attends qu'ils soient à l'écoute. J'attends pas qu'ils soient. Moi, j'attends pas qu'ils soient experts. J'attends qu'ils soient à l'écoute. J'attends qu'ils se disent, nous, je suis pas forcément qualifié, mais telle personne, elles le sont, et c'est ces personnes-là qui sont des référentes dans le mouvement, et c'est ces personnes-là qui en parlent. Ça me paraît être plus sain et plus carré comme fonctionnement. Parce que sinon, si on attend la personne qui est spécialiste de tous les sujets, on l'aura jamais. Au bout d'un moment, faut se le dire quand même. Mais ouais, sur l'énergie, Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qui m'a beaucoup séduit en 2017, et puis entre-temps, j'ai découvert la vulgarisation, Jean Covici. Bon, Jean Covici, il y a 2-3 trucs sur lesquels moi aussi j'ai à redire. Moi, j'ai pris un tournant pro-nucléaire je dirais vers 2019-2020, j'ai pris un tournant pro-nucléaire. Là où j'étais plutôt anti-nucléaire, parce que par tradition, et je le questionnais même pas, ça. Parce que, en fait, quand t'étais militant de Jean-Luc Mélenchon, t'étais anti-nucléaire, ça allait de soi, évidemment, c'est normal, bien sûr, sinon on va détruire la planète. Voilà. C'est exactement ce qu'il a dit sa première interview chez Dany Heraz. Peut-être, j'en sais rien, je regarde pas Dany Heraz. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, la différence Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin sur ce genre de sujet, je la trouve pas béante. Voilà, je la trouve pas. Mais quelque part, ça devient un enjeu de distinction, par contre, pour l'un et pour l'autre.
Ça, c'est sûr. Mais c'est sur des questions de stratégie. C'est des questions de stratégie aussi pour beaucoup. Je pense. T'habites loin d'une centrale? Je sais même pas. Je sais même pas c'est quoi la plus proche. J'en ai aucune idée. Je crois que moi, il y a pas beaucoup je crois qu'il n'y a pas trop de centrales en Bretagne. Par contre, il y a beaucoup de sites Céveso d'agro-industrie. J'en ai un à moins de 5 km d'un site classé Céveso. Quelque chose comme 4 km 200, là, j'ai une usine Céveso, classée Céveso. À 4 km de chez moi. Je crois production d'engrais, un truc comme ça. Flamanville, ça doit être la plus proche. Ouais, c'est vrai, Flamanville. Alors du coup, Flamanville, c'est quand même à une bonne heure. Hein. Une bonne heure de route. Ouais, Flamanville, ça doit être la plus proche, ouais. Oui, je sais qu'on te file de l'iode, c'était vers une centrale et tout. Mais après, je vous renvoie ma vidéo sur le nucléaire, mais beaucoup de gens savent qu'ils habitent à côté d'une centrale et ils en ont peur, alors que potentiellement il ne s'y passera jamais rien, ou si jamais il y a un incident, ce sera vraiment circonscrit à la centrale. Alors ils habitent à. Bah, c'est fou que les gens ils aient moins peur des barrages que des centrales nucléaires. Moi, je trouve ça zinzin. Parce que des accidents en France de barrages, il y en a déjà eu, pour le coup. Avec des désastres, et c'est relativement désastreux quand même. Hein. Et encore, je parle pas dans le monde. Hein. Je pense qu'en termes d'énergie, les barrages, c'est peut-être ce qu'il y a de moins sûr. Ce qu'il y a de moins sûr. Alors que ça a une bonne image, les barrages, dans la tête des gens. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon parlait beaucoup des barrages en 2017. Et en 2022, sur autour de l'histoire de la privatisation des barrages. Ça fait moins de victimes. Bah, faut pas habiter en aval quand même, ça dépend vachement de qui est en aval. Hein, mais, Ou même les sites Céveso. Ouais, Céveso, bah, moi je suis à côté d'un site Céveso. Il y en a beaucoup des sites Céveso. Hein. Un site Céveso, par exemple, c'est le site AZF, à Toulouse, qui avait pété. Bah, c'est fou, quoi. C'est vraiment risqué, quoi. Habiter à côté du laboratoire P4 Pasteur à Lyon, ah bah tu m'étonnes. Les barrages, bah il y a eu une quarantaine de barrages qui avaient pété en. C'était quoi, Bingqiao, non? Putain, nom approximatif qui me vient en tête. Une quarantaine de barrages qui avaient pété en cascade. Ouais, il parlait de l'énergie de la mer, l'économie de la mer, oui, hydrolienne. Alors du coup, moi je me suis renseigné depuis, j'ai parlé avec des ingénieurs qui bossent sur le sujet. Il dit non mais j'ai confiance pour qu'ils trouvent la solution, s'il y a une solution à trouver, hein. Quand même. C'est pas dit, hein. C'est pas dit, ouais, les barrages pour la biodiversité, c'est pas fou, ouais. C'est pas fou, c'est clair. Bah d'ailleurs, ils sont en train de... Là, pas loin de chez moi, ils en ont pété plusieurs pour réhabiliter... du coup, je crois que c'est la Cellune, tel qu'avant. Fait que l'EPR coûte 24 milliards d'euros, mais continuons d'écouter Janco. Alors, une bonne partie du coût de l'EPR, si je peux me permettre, il est lié à la politique. Il est lié à des raisons politiques et des délais et des remises aux normes permanentes. En fait, l'argument pour moi de le nucléaire, ça coûte trop cher, c'est un argument que je peux pas entendre. Parce que du mégawattheure produit, en l'occurrence, c'est pas si cher. Et si jamais, si jamais du coup notre première métrique c'est le coût que ça doit avoir, bah alors faisons que de la merde à pas cher, du coup, faisons du charbon, quoi. Ça, moi, j'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas la carotte de ouais, mais ça coûte cher. Je trouve que c'est l'ouverture à une forme de discours qui est pas censé être celui qu'on est censé défendre. Mais après, oui, forcément, t'as des normes super strictes, t'as du contrôle super strict, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de retards qui sont impliqués parce qu'il y a tel rapport, telle enquête, tel machin. Du coup, les coûts explosent. Bah oui, de fait. Mais parce qu'il y a beaucoup de contrôle. Et tant mieux.
Oh, les déchets sont pas traités pendant 100 000 ans. Hein. Oula. Les déchets, c'est 500 ans de surveillance. Et 300 pour les sites de moyenne activité. Faible et moyenne activité. Je crois que la baisse de la radioactivité, c'est une courbe exponentielle inversée, non? C'est ça? Ouais. Donc, c'est pas une courbe linéaire, la baisse de la radioactivité. Logarithmique. Merci. Merci. Merci pour le truc qu'on fait des maths. Ah oui, il est plus pilotable. Moi, par exemple, j'ai un problème avec les éoliennes. Alors, c'est peut-être moi qui psychote, mais moi, j'ai un problème avec les éoliennes. C'est probablement dû au fait que j'ai grandi à la campagne et que nous, c'était un gros sujet à la campagne de c'est bien, tous les Parisiens veulent mettre des éoliennes partout, sauf que c'est pas chez eux qu'ils se les font installer. Vous savez, c'est un peu le problème du nimbisme. Le not in my backyard. C'est, il faut faire tout un tas de trucs, mais pas chez nous, chez les autres. Voilà, on va construire tout le monde veut qu'on construise des prisons, personne ne va avoir une prison chez soi. Bah là, c'est pareil. Et donc, l'un des principaux, moi, c'est là-dessus, effectivement, que j'ai un truc de réflexion, c'est l'une des principales critiques, je me souviens, des gens du chat pourront peut-être me corriger, c'était la quantité de béton qu'il fallait pour faire un socle. Je crois que c'était 6000 tonnes de béton pour une éolienne. Des socles de béton qu'on ne va absolument à aucun moment retirer après, quoi. Et donc il y avait un enjeu de bétonisation des champs qui était pas dingue et qui était vraiment très très consommatrice de béton. Bah, y a des centrales électriques qui sont dans des zones, enfin des centrales nucléaires qui sont dans des zones quand même relativement peuplées, hein, le long du Rhône, hein, semble-t-il. Non mais la question du nimbisme, c'est quand même une question intéressante. C'est un peu les gens qui vont... Parce qu'en plus, c'est pas producteur d'emplois. Construire des champs d'éoliennes, c'est pas particulièrement générateur d'emplois pour les territoires qui les accueillent, ces éoliennes. C'est aussi une donnée qu'il faut avoir en considération quand vous êtes un territoire qui les accepte. Mais ça me fait penser comme au Grand Paris, on en avait parlé ici en stream, au Grand Paris, où tous les déchets du Grand Paris étaient envoyés en Normandie pour faire des gigantesques montagnes dans des champs, dans des communes. Et les gens dans les communes se retrouvaient à avoir des buttes de 15 mètres de haut de déchets derrière chez eux. Bon, c'est pas générateur d'emploi, ça. Donc en fait, les gens, quand c'est générateur d'emploi, ils sont prêts à accepter beaucoup de choses. On le voit sur la question de la gestion des déchets nucléaires. Moi, vous savez, je venais de Haute-Marne, j'ai interviewé pas mal de gens en Haute-Marne, et puis les enquêtes d'opinion montrent que c'est plutôt relativement accepté, plutôt bien accepté, parce qu'en fait, c'est générateur d'emploi et générateur de croissance localement. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante quand on installe des choses à la campagne, quand on fait construire des trucs à la campagne. C'est super... c'est assez structurant et c'est assez important, surtout dans des territoires en voie de désindustrialisation ou largement déjà désindustrialisés. Et donc, il y a quand même un enjeu là-dessus aussi. L'enjeu de... nous, on a de moins en moins de postes, de moins en moins de services publics, etc. Et en plus, on est la poubelle des gens qui habitent en ville. Ça, c'est un argument, mais c'est vraiment un argument, mais c'est une logique de discours que j'entends, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai été surpris d'apprendre que de plus en plus de marchés d'éoliennes offshore sont pris avec des machines chinoises. Ouais, j'avais lu un super truc sur les éoliennes. Faudrait vérifier, parce que du coup, j'imagine qu'il y a des méta-analyses qui ont été faites depuis, sur le fait que les éoliennes, ça réduisait la population de... Enfin, ça avait des impacts, en fait, à assez grande échelle sur les champs, et sur la biologie des... Enfin, comment dire, pas la biologie, mais comment dire, la biodiversité localement.
Sur un truc, en gros, il y a plus assez de rongeurs. Non, c'était pas sur la pédologie. En gros, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins de rongeurs dans les champs où il y avait des éoliennes, parce que il y avait beaucoup plus de reptiles. Et s'il y avait beaucoup plus de reptiles, c'est parce qu'en fait, il y avait moins d'oiseaux qui venaient chasser dans les champs à éoliennes. Il y avait moins de rapaces. Et donc, du coup, comme il y avait moins de rapaces qui chassaient les reptiles, il y avait plus de reptiles. Comme il y avait plus de reptiles, il y avait moins de mammifères. Et du coup, ça avait des impacts sur tout un tas de trucs. Faudrait que je retrouve ça. J'avais lu ça il y a maintenant 5 ans quand même, donc du coup, je vous le donne un peu comme ça au jugé, mais j'avais lu un truc là-dessus. Sur le fait que non, ça avait un impact sur la biodiversité quand même. Que la production de viande, la production de lisier et l'eutrophisation des sols en Bretagne, c'est un gros sujet. Hein. Et des cours d'eau. C'est un très très gros sujet. On va rencontrer des personnes qui habitent près des centrales qui déconnent. On parle de leurs conditions de travail, d'être réveillés à 5h du mat par des vibrations de malades 10 fois par jour d'intervalle. Mais je connais des gens, moi je connais pas mal de gens qui habitent à La Hague, qui habitent à côté d'Orano. J'en connais plein parce que je connais des gens qui bossent là-bas. Après, c'est tu t'y fais quoi. Moi par exemple, j'habitais, je suis désolé, hein, je vais faire du relativisme, mais moi j'habitais à côté d'une voie de chemin de fer. J'habitais à côté d'une voie de chemin de fer. On l'a vu, on a fait le on-rail la dernière fois. Pas loin d'un viaduc, en sortie de tunnel. À côté de Clermont-Ferrand, il y avait des trains, tous les 10 minutes, il y avait un train qui passait, quoi. Et on l'entendait bien. Parce que c'était des trains de marchandises. On a oublié ce que ça fait d'entendre des trains de marchandises. Il y a tellement plus de trains de marchandises en France qu'on a oublié ce que c'est un convoi Vitel, un convoi de voitures, un convoi d'acier qui passe avec deux engins diesel en UM. C'était des 68 000, des 67 400, des 66 400. Je crois que c'était les 68 500 qui passent. Deux machines en UM qui tirent un train de 1 km de long d'acier, ça fait du bruit. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. On a oublié ça. Et moi, j'ai grandi entouré de ça. Hein. J'ai grandi... Après, tu t'y habitues, tu finis par ne plus les entendre. C'est comme j'ai des potes qui habitent à côté d'un aéroport, là. Et j'étais chez eux. Mais alors, quand je vous dis d'à côté... Non, pardon, pas des potes, en plus. C'est pas du tout des potes, c'est des gens de la famille de ma femme. Quand je vous dis ils habitent à côté de l'aéroport... C'est, vous voyez le grillage de l'aéroport. Eh ben, eux, c'est de l'autre côté du grillage. Donc les avions, tu les vois, mais tu les vois de très 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 près. Ça fait flipper la première fois. Eux, ils les entendaient même plus.